Et nous revoilà pour notre troisième épisode. Bonjour à tous les auditeurs. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Timéo. Et on va parler de Et pour quelques dollars de plus. Donc, Timéo, présente-toi tout Alors d'abord. moi je suis un membre de 14h45 Prod, j'ai été co-réalisateur des deux premiers courts-métrages et je suis souvent à la caméra et j'aide aussi un peu à trouver des idées, mais plutôt à la caméra. Bah, super. On aura presque reçu tout le collectif, hein. Euh, Bientôt, d'autres épisodes vont sortir avec d'autres membres. Je spoil rien. On sent ça, peut-être un acteur. Ouais, peut-être. Peut-être un acteur, oui. Pas sûr en vrai. Ou alors un scénariste, de toute façon il en reste plus que deux donc... Donc, le sujet du jour, c'est Et pour quelques dollars de plus, réalisé par Sergio Leone et sorti en 1965. Bah, premièrement, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que déjà c'est un film que je trouve quasiment parfait dans sa réalisation, dans la gestion de son histoire, des acteurs. Enfin, je suis un grand fan de Sergio Leone et de sa trilogie du Dollar Plus, Il était une fois dans l'Ouest. Et ce film cette année et j'en suis complètement fan absolu et j'aime quasiment tout dans ce film, voilà. Oui, c'est donc le deuxième d'une trilogie, avec Pour une poignée de dollars et Le bon, la brute et le truand. Bon, Le bon, la brute et le truand, c'est un J'ai classique, hein. Voilà, pour moi, les trois derniers Sergio Leone, ces trois derniers westerns, même s'il y a aussi Il était une fois la Révolution, quelque chose comme Et ça. dans l'Ouest aussi. Non, mais oui, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a la trilogie de l'art, mais j'ai préféré prendre le 2 parce que je trouve quand même qu'il est moins. On en parle moins, alors que le bon, la brute et le truand, même si voilà, je les mets quasiment au même niveau, j'ai pas décidé d'en parler parce que je pense que tout le monde le connaît et l'a peut-être vu. Ça a été vu et revu, hein, effectivement, oui. Alors, on peut peut-être élargir pourquoi, ce choix d'un western? Parce que le western est un genre en perdition. Il y a plus beaucoup de westerns qui sortent aujourd'hui. L'âge d'or du western est passé depuis bien longtemps, hein, et celui qui nous survit, c'est évidemment Clint Eastwood. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi choix du western? Bah, c'est. Je sais pas trop. Comment expliquer mon amour pour le western? C'est vrai que c'est une bonne question. Peut-être déjà, bah, forcément, il y a bah, le côté. C'est une époque qui fait rêver. Enfin, pas fait rêver, mais les paysages, enfin, tout ramène à l'Amérique et il y a ce côté vraiment des espaces. Moi, j'ai un côté un peu. J'aime beaucoup la nature et ces espaces désertiques, j'aime énormément. Et puis, les personnages, il y a un truc dans les acteurs, dans la gestion de la musique. Et c'est une période que j'aime beaucoup et je trouve que quand on regarde l'histoire du cinéma, c'est un genre qui certes est aujourd'hui, beaucoup moins populaire et on peut le dire, quasiment, ouais, plus beaucoup de sorties au cinéma, hein, Ah, de grands quasiment plus, hein. franchement, c'est un genre qui est quasiment mort, mais pourtant il a marqué, plus de 80 ans d'histoire du cinéma, américain et aujourd'hui et là on va parler américain, mais surtout le western italien. Aujourd'hui on va parler, Du western spaghetti, oui, spaghetti, ouais. exactement. Donc je sais pas, je pense qu'en fait, ça a été d'abord dans mon enfance par mon père, le western, parce que c'est lui, il était fan absolu de western et du coup, bah, j'ai grandi en regardant quelques-uns, même si, quand j'étais petit, j'aimais pas trop ça et c'est plus aujourd'hui que j'ai développé un amour pour le genre. Mais c'est assez moi, quand j'étais petit, enfin, pour ma part, c'était, des DVD que j'empruntais chez une, vieille dame et effectivement enfin une voisine et effectivement, ça m'attirait beaucoup parce que c'était, de l'action, c'était un homme solitaire, hein. Ouais. Clint Eastwood, c'est comme ça qu'il commence, c'est un homme solitaire avec un poncho et toujours un cigare dans la bouche. C'est, l'image, qu'on se fait du cow-boy et c'est ces grandes plaines, ces paysages atypiques, qui sont vierges en fait, qui m'attirait plus que en fait, le fait que ce soit, qu'il n'y ait pas de loi en fait, dans l'Ouest, américain. Mmh. Je sais pas ce que tu préfères? Bah, moi, je pense que ce que je préférais, ce que j'ai préféré aujourd'hui dans le western, c'est vraiment ce côté, ouais, c'est un la solitude, comment on montre ça, mais aussi, comment, retranscrire cette époque-là, comment, la société aussi à cette époque, comment en fait, le western, c'est un genre qui a évolué énormément et aujourd'hui enfin, au début, c'était surtout les valeurs américaines et je me retrouve moins dans ce type de western qui veut juste montrer, l'histoire américaine. C'est parce qu'on retrace souvent, c'est les glorieuses années, de l'expansion vers, l'ouest et c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère vraiment, c'est vraiment comment on présente les personnages et l'action, la mise en scène,
de cette quête, tout ça. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup et ce que j'aime énormément dans la trilogie $, de Sergio Leone. Voilà. Donc, on retrouve au casting évidemment Clint Eastwood qui fait, bah, du coup son deuxième film après, Mmh. Pour une poignée de dollars. Enfin son deuxième film, avec, Leone. Ouais. C'est une fructueuse collaboration. Après en fait, ils vont continuer jusque Bah, ils vont faire plus qu'un film après ça, parce qu'ils vont être en embrouille après Le Bon, la Brute et le Truand. Pour ceux qui savent pas, en tout cas, c'est que Clint Eastwood va trouver que son personnage n'est pas développé dans Le Bon, la Brute et le Truand comparé à celui du Truand, je crois. c'est Celui Lee qui, Marvin, hein, le non, le Turpin ou c'est, c'est Jaina Maria Volonté? voilà, non, oui. Dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est là où il s'embrouille avec Clint Eastwood. Donc c'est l'autre, comment il s'appelle? Il trouve que son personnage est moins bien développé Effectivement dans que le film Tuco. que Tuco, bah, oui. Voilà, et par à cause de ça, ils vont être en embrouille, ils vont plus jamais travailler ensemble. Et le dernier vrai hommage qu'on voit de Clint Eastwood envers Sergio Leone, c'est dans Impitoyable, où il écrit pour Sergio Leone après sa mort. Mais à ce qui paraît, les tensions étaient très grandes entre les deux. Oui et c'est dommage parce que ce sont des films, incroyables, enfin en tout cas pour toute une génération, ce sont des classiques. On retrouve, le trio, Eastwood, Lee Van Cleef et Gianna Maria Volonté. Voilà. Moi mon préféré c'est le moins aimé, c'est Volonté parce qu'il joue toujours des rôles, un peu de salaud. Mais en fait, on retrouve même Klaus Kinski en fait, au casting, ce qui est assez, bon pas étonnant mais, parce que par la suite il va faire Aguirre et la colère de Dieu, avec Herzog puisque Oui. Kinski est allemand. Mais à cette époque-là, je crois que Kinski fait énormément de western italien. Il travaille avec Corbucci, celui qui a fait Django, Le je Grand crois. Silence aussi, oui. Ouais, bah ouais, je sais dans le Grand Silence où il joue Ouais, ouais, d'ailleurs, ouais, Kinski. Donc il a une époque western italien. effectivement. Parce que bon, à l'époque, les productions, italo-germano, sont courantes. Mhm. Hem, mais Kinski, c'est un personnage. Vous pouvez, retrouver des interviews, de lui ou des extraits où il se prend pour Dieu devant une foule immense et il insulte les gens en allemand. C'est assez, spécial à voir, mais c'est vraiment très drôle. Hem, il prenait en fait les films pour l'argent. C'était un métier comme, d'autres font des métiers, c'était pas une vraie passion, même s'il était passionné en fait par le théâtre, il était beaucoup plus passionné par le théâtre que par, le cinéma. Hem, donc dans quelques dollars de plus, est-ce que tu veux faire le Je résumé? peux faire le Je résumé, t'en prie. effectivement. Bah, en fait, c'est là où Sergio Leone est bien trop fort pour nous moldus. C'est que bah, il va présenter les trois persos principaux du Ouais. film. Donc avec D'abord, il présente dans mes souvenirs Lee Van Cleef, en montrant ce chasseur de primes froid, intelligent, méthodique. Puis ensuite, on va nous montrer le personnage de Clint Eastwood, de Manco, un peu cette tête brûlée, ce jeune, il représente la jeunesse, voilà, qui ne réfléchit pas trop, mais qui agit, qui est aussi chasseur de primes. Et il termine sa présentation avec l'évasion de Volonté, l'Indien, il est surnommé l'Indien dans le film, qui s'échappe d'une prison dans le Mexique ou dans le Nouveau-Mexique, un des deux en tout cas. Et voilà, donc déjà on a une présentation des trois personnages qui arrivent en moins de 20 minutes. Et ensuite on va voir que monsieur Clint Eastwood et Lee Van Cleef vont s'associer, vont créer un lien d'amitié pour avoir les primes de chacun des membres de la bande de Volonté, donc El Indio, qui vont braquer la banque de El Paso dans le film. Et on va suivre comment les deux chasseurs de primes vont réussir à finalement les tuer et récolter le pactole. Exactement. Évidemment, alors le but, hein, dans le western, c'est enfin le nerf, c'est évidemment l'argent. Mhm. L'argent puisque ce sont des contrées où il y a des shérifs, mais il y a tellement de bandits et que les shérifs n'arrivent pas. Alors, est-ce que c'est ton western préféré? Hem, je dirais que dans mon cœur, c'est mon western préféré, mais par contre, il est, «Était une fois dans l'Ouest» et je suis d'accord avec tous les gens qui disent le plus grand western. C'est la quintessence de Sergio Leone, même s'il a été forcé à le faire. En fait, c'est fou d'être forcé à faire un film et de réaliser peut-être la quintessence de ce qu'un western peut-être. Tu l'as vu ou pas, «Était une fois dans l'Ouest»? J'ai vu une fois dans l'Ouest, Bah, voilà, effectivement. franchement, la scène d'ouverture, est-ce que j'ai besoin d'en parler? La solitude, le silence des personnages, l'arrivée de l'homme à la mansca. Bon, on va pas dériver sur le film, mais donc et pour quelques dollars de plus, n'est pas mon western préféré dans le cœur, mais n'est pas le plus grand western de l'histoire, si je dois répondre. Oui, mais c'est d'ailleurs, bien que tu n'aies pas choisi Le Bon, la Brute et le Truand ou Il était une fois dans l'Ouest, puisque je pense que Et pour quelques dollars de plus, c'est assez méconnu. Oui, Pourtant, ça fait partie de la trilogie du dollar, voilà.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la carrière de Eastwood, qui a une carrière énorme, longue comme, 2 bras? Ah bah, c'est quelqu'un, Eastwood. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bah, au moment de la trilogie du dollar, Eastwood, c'est quasiment personne. Il est, acteur, Une principal série, hein. dans une série qui est peut-être B ou grande série américaine, je suis pas vraiment sûr de ce que je vais dire, mais il est l'acteur principal d'une série qui marche plutôt bien aux États-Unis et Sergio Leone le recrute parce qu'il a un salaire très, très bas. Je crois qu'on parle de 5 000 ou vraiment un salaire dérisoire et surtout, Clint Eastwood sait monter à cheval, l'américain parfait finalement. Et, et c'est pour ça que Sergio Leone le recrute, mais il était vraiment pas fan de son jeu ou de son charisme, parce que on sait que Sergio Leone, ce qu'il affectionne, et on va en parler pendant, je pense, pendant qu'on va parler là du film, c'est que vraiment Sergio Leone a une affection pour les gueules, voilà, les têtes marquées par la vie, et c'est vrai que Eastwood il était pas très fan, un peu trop propre finalement. Effectivement, c'est un genou, hein. C'est un genou dans À ce quelques moment-là, oui. c'est pour quelques dollars, c'est un genou. Mais il est encore, là aujourd'hui, à 96 ans, Mhm. en forme. Il a sorti un film, l'année dernière, je crois, c'est Juré numéro 2 et Qui était sympa, voilà. sympa. Pour un homme de 96 ans, Franchement, c'est il se honorable. débrouille. Ouais, c'était pas son meilleur. Ouais, bah, c'est dur, hein, parce Mhm. qu'à côté de Grand Torino, Le Bon, la Brute, le Tueur, Impitoyable, L'inspecteur Harry et tous les films, en fait, post 2000 comme Million Dollar Baby, La Mule, ou les films antécédents comme, Sur la route de Madison, c'est dur de faire mieux, c'est dur de mais en tout cas, c'est jamais moins bien. Ouais, je trouve en fait, avec Eastwood, on retrouve toujours un niveau. Il descend jamais sous un niveau comme certains réalisateurs qui peuvent vraiment faire des catastrophes. Eastwood, ce sera toujours, on sait qu'on lui mettra minimum 2,5, 3. Si on Oui, en parle en note Letterboxd. exa exactement. Donc Clint Eastwood, effectivement qui est vu aujourd'hui. Mais il y a pas que Clint, dans le film. Il y a aussi, donc Lee Van Cleef. Lee Van Cleef qui est un grand acteur. Je sais pas si tu as vu d'autres films de Lee Van Cleef? Malheureusement, je n'ai pas vu d'autres films. Voilà, j'ai vu que bah, ceux où il apparaît avec Sergio Leone. Ouais, Mais je sais que c'est un acteur. culte, Voilà, hein, on peut le c'est dire, grandiose là, dans le film. En tout cas, on a l'impression qu'il est. En fait, j'ai l'impression que pour quelques dollars de plus, sa personne est. En fait, j'ai l'impression de voir. Comment dire, quelqu'un d'intemporel. En fait, j'ai l'impression qu'il était là au western. J'ai l'impression qu'il a à vécu. la naissance, Il il était était là, à la naissance il avait de. déjà la même gueule. Oui, il a vraiment, comment dire, il est figé dans le temps. Sa tête est figée dans le temps, c'est ça que j'essaie de dire. Mais je sais qu'il a fait d'autres grands films. Je crois qu'il a fait Le Plus Grand Ford. Je sais pas si Heu, toi tu. le plus grand fort, ça c'est qui L'homme qui tue à Liberty Valance. Exactement. Effectivement, je l'ai pas vu parce que on regarde pas assez de western à mon goût. Mhm. C'est un genre qui est désuète aujourd'hui. Pourtant, c'est encore actuel, je trouve qu'il y a encore des thématiques qui sont actuelles. Mais il a fait, Lee Van Cleef a fait le train qui se fera 3 fois, Colorado. Plus tard, il a fait New York, 1997 de Carpenter. Bon, il était vieux, mais il joue, en fait un rôle, d'une d'un vieux. En fait, c'est un acteur hyper, connu, et reconnu. Et le troisième dans le trio, celui qu'on connaît moins, c'est, Maria Volonté, qui est un acteur italien, lorsque Lee Van Cleef et Clint Eastwood, sont des acteurs américains. Hem, il a fait, encore une poignée de western, mais il a aussi fait Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon et Le Mhm. Cercle Rouge et ce sont souvent des je sais pas, quel est ton film préféré? Je pense que tu as vu que les Non, j'ai vu Le Cercle tu Rouge as vu Le aussi. Cercle J'ai vu Rouge? Le Cercle Rouge aussi, qui était mais formidable. Dans le film, il ressort hein, vraiment. C'est un acteur qui est, je pense, vraiment pas sous-coté, mais enfin peut-être sous-coté parce qu'il est pas connu du grand public, mais voilà, il est grandiose et je pense que je le préfère dans Quelques dollars de plus, mais dans Le Cercle Rouge, il est grandiose. Et j'ai pas vu le dernier que t'as dit, c'est quoi déjà le nom? Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, c'est un film italien, puisque c'est un acteur italien. Mhm. Sergio Leone est italien. C'est l'Italie en puissance. C'est, les Italiens qui viennent s'installer à New York, ce sera d'ailleurs le sujet de Il était une fois en Amérique. Effectivement, j'allais dire en Ouest, pas du tout. Heu, oui. Alors, c'est aussi la première, enfin, du coup, la deuxième collaboration entre, Ennio Morricone et Sergio Mhm. Leone. Tu veux nous dire un mot sur, Ennio Je Morricone? peux dire, bah, alors déjà, Sergio Leone
attention, anecdote que tout le monde a déjà racontée, mais ils étaient dans la même classe et ils n'étaient Non! pas amis. C'est Et si, vrai? qu'ils C'est vrai? savaient, si, voilà. Non, plus sérieusement, peut-être ce que les gens ne savent pas, par contre, c'est que Ennio Morricone a reçu énormément de critiques de Sergio Leone sur ses premières musiques. Il le trouvait, mais vraiment nul. Et il l'a vraiment, encore une fois, hein, vraiment, le premier film de Sergio Leone, pour une poignée de dollars, il est vraiment fait parce que personne ne coûte cher. C'est vraiment ça, c'est vraiment le. Et aujourd'hui, Ennio Morricone, bah, on le connaît tous, il a fait la musique de tellement de films, et bah, il recevait énormément de critiques de monsieur Sergio Leone, mais dans le deuxième film, ils vont déjà beaucoup mieux s'accorder et je sais pas comment finir cette phrase, mais voilà, c'est il a su, s'améliorer au goût de Sergio Leone, même si moi je trouve que déjà dans Poignée de dollars, il était déjà très fort, hein. La scène d'intro, Oui. Bah, je pense que sa musique, la musique la plus connue, peut-être de l'histoire du cinéma, hein, Ouais. c'est, Il était une fois dans l'Ouest. Ce Ouais. sifflement, cette guitare, c'est magnifique. On ressent les grands espaces, on ressent le frisson. Bon, il a fait tellement de films qu'on peut pas tout citer, mais mis à part ceux qu'on a déjà cités, il a fait aussi des films pour, des Français comme Le Professionnel avec Belmondo. Pareil. Heu, La scène de fin, la encore scène une de fois, fin, il est pour moi, c'est un western citadin, c'est mmh. un western urbain. Heu, à part les films, de western, il a fait The Thing, qui est évidemment très bon, Les Incorruptibles, Kill Bill, hem, on peut même pas tout citer. Non, sincèrement, c'est le plus grand compositeur de l'histoire du cinéma, n'en déplaise à certains qui trouvent. Enfin, son nom c'est John Williams, voilà, on fait semblant de pas dire son nom dans le bus, mais voilà, Sergio Leone, lui, il arrive à se renouveler, tandis que John Williams, c'est toujours la même chose, voilà, ça s'est dit au moins, et on peut passer à quelque chose de suivant. On peut passer à la suite. Alors j'ai des anecdotes, sur le film. Donc bon, comme tu l'as dit, les acteurs ont été engagés parce qu'ils coûtaient pas cher, enfin en tout cas Eastwood et son ami Morricone. C'est donc le deuxième film. C'est un énorme succès au box-office. Il dépassera même la Dolce Vita de Federico Fellini au box-office, bah, mondial. Et il sort, donc en 65, ça on l'a dit, mais c'est pas le seul film, cette année, il y a plein d'autres westerns, il y a en compétition et c'est donc, l'Italie, qui gagne. Le film est repris, par beaucoup, comme, l'un des westerns, classiques. C'est un remake de films japonais, de Kurosawa même, hein. Certains disent Yojimbo, mais je pensais plus au Garde du corps de Kurosawa. Il s'en cache pas trop. C'est aussi il y a certaines scènes qui reviennent, du film L'homme des vallées perdues ou encore L'homme au colt d'or, classique, du western, sorti, des années, avant. Le film fut tourné avec, un budget de 600 000 sur 12 semaines en Espagne, en 65, dans la petite ville d'El Paso. Donc, El Paso est construit de toutes pièces avec le célèbre chef décorateur Carlo Simi. Donc ce sont des films à chaque fois délocalisés, mais qui restent jamais loin de souvent tournés en Espagne, mais jamais loin de l'Italie. Donc toi qui s'appelles, Zaffini, qui a un très grand lien avec la mafia italienne, tu pourrais faire un film, de western aujourd'hui, tu penses que ça marcherait? Sincèrement, c'est extrêmement dur, je pense. Aujourd'hui, en fait, les gens sont tellement. En fait, quand repasser derrière les grands films de Sergio Leone, ça, faut savoir ne pas copier tout en renouvelant avec certaines idées. Genre, en fait, je pourrais même pas faire un western, sincèrement. Ça demande une trop grande responsabilité. Pour continuer les anecdotes, le rôle du Colin Mortimer, détenu par Lee Van Cleef, devait être, à l'origine tenu par Lee Marvin, qui s'est désisté pour faire, Cat Ballou, qui est un film qui a quand même reçu, l'Oscar du meilleur acteur, donc au final c'est un mal pour un bien, Tout le monde est gagnant. tout le monde est gagnant. Voilà, après le reste ce sont des en fait on a presque déjà tout dit, c'est vraiment dingue. Bah après, si on veut parler du film en lui-même, de pourquoi je l'aime, enfin, ça dépend. Tu veux peut-être parler du film maintenant ou c'est comme, On peut enfin, parler de ta scène préférée peut-être? on peut parler de ma scène préférée. Donc, je vais vous remettre dans le contexte. On arrive à la fin. Le colonel Mortimer veut se venger du personnage de l'Indien car il a tué sa fille. Et en fait, là où Volonté est super fort, c'est qu'il joue ce psychopathe fou, accro à la mélodie de sa montre. Encore une fois, Serge Leone qui nous met une musique pour la montre qui est totalement folle. Allez l'écouter hein, si vous voulez. Voilà, tout est sur les plateformes. Hein, écoutez de toute façon la bande-son en entier. C'est la première fois d'ailleurs, je crois, que Ennio Morricone donne une bande-son à chaque personnage.
ce qu'il va refaire ensuite pour les deux westerns par la suite, Le Bon, la Brute et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest. Et on arrive au moment où Mortimer est dans le village et il y a le face-à-face face à l'Indien, face à Volonté. Et il est en mauvaise posture car il est désarmé. Et alors, Volonté le regarde la montre avec sa fille, la fille morte de Mortimer, et il lui dit quand la musique se termine, essaye de me tuer, essaye de me tirer dessus, je ferai de même. Donc, on a ce face-à-face, la musique se joue, et dans le film, on a déjà eu deux face-à-face que Volonté a gagné grâce à sa montre. La tension est déjà très très Palpable, haute, oui. et le regard, les plans se serrent, on perd le paysage. Là, encore une fois, c'est là où Sergio Leone est grandiose, c'est qu'on oublie presque qu'on regarde un western tellement on est centré sur les personnages, figé sur les têtes. Et là, la caméra part derrière le personnage. On entend la musique qui recommence, et c'est l'autre montre, car il y a une deuxième montre, celle du personnage de Mortimer. Les deux mélodies se rejoignent, et alors cette fois-ci, on voit la caméra recule et on voit le personnage de Clint Eastwood, son poncho, le cigare, qui vise Volonté et qui lui dit ce n'est pas fair play, un duel comme ça. Il va prendre mon arme et il va lui donner. Il lui dit very careful, all men dans la version originale. Il lui donne son pistolet et là, la musique de Sergio Leone elle s'envole. C'est une mélodie qui est complètement folle que je vous encore une fois, vous recommande On va d'écouter. mettre Le moment où il prend l'arme avec la caméra et que ça fait. Voilà, j'essaie de vous le c'est un retranscrire. montage. Voilà, j'essaie de vous mettre dedans. Et là, la musique s'arrête. C'est là qui est fort, c'est que le Sergio Leone arrête la musique de Ennio Morricone et on repart sur la mélodie de la montre. Repart sur les regards et la scène se termine avec la victoire de Monsieur Lee Van Cleef face à Volonté qui obtient sa vengeance. Et on termine ce film par ce lien d'amitié par Lee Van Cleef qui lui a réussi sa quête, enfin ce qu'il voulait faire comment il voulait terminer sa chasse, et il va donner l'argent au personnage de Clint Eastwood en signe de remerciement. Et encore une fois, on observe à la fin de cette scène le cynisme que Sergio Leone utilise souvent dans son cinéma, qui a énormément choqué l'Amérique et qui l'a obligé même à. Voilà, les films étaient jugés très violents, les westerns de Sergio Leone. Et il va compter les cadavres, ce qui a fait un tollé aux États-Unis pour ceux qui se demandent vraiment. C'est une scène qui a choqué le public américain. Et pour finir, c'est la fin de la scène finalement, et pour moi, C'est la fin du film aussi. c'est la fin du film totalement. C'est la scène de Et fin. je pense sincèrement que c'est ma scène de cinéma préférée de ma vie. Oui, Que je regarde tout le temps. ce qui est une take honorable, hein, d'ailleurs. On aurait tendance à dire c'est le bon, la brute et le truand, le duel final ou Titanic, mais finalement, est-ce que ce serait pas ça, la meilleure scène du cinéma et du western? Oui. J'ai 1000 questions. Bah, déjà, en... Sergio Leone est donc italien. Dans quelle langue sont tournés les films? C'est l'anglais? C'est l'anglais, enfin, j'ai peur de dire des énormes bêtises, mais en tout cas, moi je les ai vus, c'est sûr que c'est en anglais, voilà, je suis quasiment sûr. C'est tourné en anglais parce que c'est des productions américaines quand même, hein, c'est des films italiens, allemands, et il y a quand même la mention américaine enfin, donc Bah, là, ils sont enfin, les acteurs principaux sont voilà, il faut majoritairement communiquer, américains. voilà, exactement. Donc je pense que c'est vraiment, c'est la langue qui a été utilisée pour le film, je suis quasiment Oui. sûr maintenant. Moi, j'espère un jour le retour du western, puisque le western, ça reprend les thématiques actuelles, hein, donc on pourrait totalement revoir un retour du western aujourd'hui. Ce serait pas mal. Il y a des westerns urbains, c'est vrai que ça a pris un peu après les westerns classiques, les westerns urbains. Je pense notamment à oh mince, ce film avec un tueur dans la ville qui cherche. Bon, c'est pas grave. Le western a pris un grand tournant après The Sad Shows, La prisonnière du désert en français. Et après les films de John Wayne, il y a les films de Eastwood. Alors, je sais pas ce que tu préfères, t'en as vu peut-être de John Wayne? Dans John Wayne, j'ai vu The Searcher, la prisonnière du désert, que j'ai adoré, et mon western préféré de John Ford, c'est le Fort Apache, je crois qu'il s'appelle. Enfin, désolé de la prononciation du titre, il est pas juste, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est avec Henry Fonda et John Wayne. Et en fait, il y a là, en fait, je pense que John Ford avait été énormément critiqué là, pour son film et très jugé raciste, un des premiers westerns qu'il avait fait. Mhm. Et il avait fait le Fort Apache que moi j'ai complètement adoré dans ses thématiques.
en fait, on retrouve, je peux en parler? Oui, bien sûr, Voilà, je on peux en attend. parler, donc je vais spoiler allègrement, mais en fait, le personnage d'Henry Fonda, c'est un général de guerre, extrêmement raciste, en fait, envers, il veut que l'Amérique ait des frontières. C'est pendant l'époque des frontières et en fait, il veut vraiment, tuer tous les, indigènes autour, de tous ceux qui sont juste pas pareils et en fait, John Wayne, il a son rôle où il est un peu son sous-chef et il rentre en conflit avec Henry Fonda dans sa manière, de voir, les frontières. Lui, il est beaucoup plus dans parler, communiquer et la fin du film nous montre que l'Amérique a retenu le nom de Henry Fonda comme héros parce qu'il s'est sacrifié en tuant, des, heu, des Native Americans et le personnage de Don Wayne est oublié de l'histoire américaine alors que c'est lui qui a réussi à, en fait, à finir cette bataille en communiquant, en, donnant, chacun la terre qu'il mérite et c'est un film qui moi m'a marqué parce qu'il y a une critique vraiment des États-Unis et des livres d'histoire et j'ai trouvé ça mais grandiose, sans, compter forcément, bah, que les 2 acteurs, qui sont en conflit sont trop forts dans leur charisme, dans les scènes de combat, ils sont dans les scènes de bataille, et déjà là, on voit un peu on voit l'avant The Searchers parce que The Searchers est sorti après et on voit déjà comment John Ford va, filmer, les batailles à cheval. Voilà. Voilà. Donc, John Ford, grand réalisateur aussi de western évidemment. Euh, le western qui a perduré depuis le début du cinéma quasiment dans les années Exactement. Bah, 1900. on considère que le tout premier western, c'est, le fameux homme qui tire à la caméra, un des tout Oui, premiers, c'est ça. voilà. C'est C'est, 1905 quasiment. c'est, C'est un truc comme je crois ça. 1908, effectivement. En fait, pour décrire rapidement, on voit c'est l'attaque du train, il s'appelle. Et on voit des hommes en fait tirer face caméra, ce qui sera repris bien plus tard. Je sais que Martin Scorsese a repris ce gimmick. Par exemple, dans le film qui a sorti avec DiCaprio, qui dure aussi 3 heures, et Killer qui est of aussi the Flower un Moon. Killers of the Flower Moon, qui est aussi un western, Qui est hein, un western, qui est un quasiment, western, ouais, effectivement. franchement. Le dernier que j'ai vu au cinéma, le western, je crois que c'est Nouveau Monde, avec, je sais plus. Mais en tout cas, le western, effectivement, ne perdure plus. On pourrait en parler pendant des heures du Bah, western. le western a eu tellement de transitions, il y a eu, bah, comment on a commencé à remettre en cause, bah, l'action américaine, enfin comment ça s'appelait? La destinée manifeste. Exactement, comment on a remis en question la destinée manifeste et comment on a, traité bah, les Amérindiens, sur leur propre terre et en fait tout ça, c'est dans les années 70 qu'on va remettre ça avec, Big Man, Big Man, c'est ça le nom? c'est ça, Little Big Man. Là, où il y a un autre film qui s'appelle, c'est avec, Bleu dans le titre, oui, en fait, c'est sur un massacre. Le film parle du massacre d'un camp et comment c'est une horreur, ce que l'armée américaine avait fait à cette époque-là. Donc il y a eu un vrai changement, du western avec en même temps quasiment l'arrivée du western spaghetti 10 ans avant et donc vraiment, je pense, alors que le genre était en train de s'essouffler avec John Wayne, il avait repris son second souffle. Et pourtant aujourd'hui le second souffle, on le retrouve plus. On ne le Et voit oui, pas, on ne le voit pas venir, on on le le sent voit pas pas. trop. Quelques Pour personnes un de temps genre en temps, ouais, mais pour un genre qui a plus de 80 ans d'histoire, on l'attend encore là, enfin, oui. c'est Bah, moi, je pense au grand tournant. Je pense que le grand tournant, en tout cas, dans la manière dont est traité les Amérindiens au cinéma, c'est Danse avec les loups. ah mais Je pense que Danse avec les loups, enfin, ça sorti dans les années, c'est 1980, je crois bien. Et c'est le moment du grand tournant. C'est quand, en fait, on ne traite plus les Indiens comme des Indiens qui sont là et qu'on les chasse, mais vraiment, on les comprend. Euh, et c- pourtant, comme je l'ai dit, John Ford avait commencé à en parler déjà dans le Fort Apache. Donc c'est là où j'aime beaucoup le Fort Apache, c'est qu'il a quasiment 40 ans, pas d'avance, parce que en fait c'est de la mémoire, c'est l'histoire américaine et il fallait le faire déjà à l'époque de John Ford. Mais c'est là où j'apprécie énormément le Fort Apache. oui, je sais pas si tu as vu Alamo. Non. C'est, on peut dire un classique, c'est sur le fort Alamo, c'est une ville. Mais ouais, effectivement, à chaque fois, c'est un peu les mêmes thématiques qui tournent. Dans le cinéma avant Eastwood, enfin, le cinéma de John Ford, antécédent à Léon, ce sont des thématiques récurrentes. Ce sont les attaques de banque, la traque du méchant. Je sais que, enfin, pendant longtemps, mon film préféré était L'homme des hautes plaines, avec Eastwood, qui est, en fait, j'aime beaucoup la fin parce que Eastwood aide un village à se cacher de bandits qui cherchent de l'argent. Je crois que c'était ça, j'ai vu quand j'étais petit. Et par contre, il y a une scène de viol qui est horrible, enfin, dedans, parce que, effectivement, bon, le traitement de la femme à l'écran à l'époque c'était pas le même, hein. Mais d'ailleurs, tu t'en penses quoi du traitement de la femme dans le western?
Alors, bah, tout le monde le sait, je pense aussi, mais Sergio Leone, n'était pas féministe en tant qu'aucun, il était même très misogyne et son personnage, dans, Il était une fois dans l'Ouest, alors que c'est un personnage d'espoir représenté par l'actrice principale, c'est pas du tout lui qui l'écrit, hein, c'est 2 scénaristes italiens. Il faudrait rechercher les noms, mais ils sont extrêmement connus, hein. Ils étaient très jeunes au moment où ils écrivent Il était une fois dans l'Ouest, mais ils sont devenus, je crois, des grands, du cinéma et du coup, la question c'était la place de la femme dans les westerns, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, c'était, franchement, c'est quasiment nul, hein. Enfin, on peut se le dire, elle est C'est cantonnée un au rôle objet, de hein. la voilà, de soit la femme de, comment dire? De bordel ou alors, qu'est-ce qu'elle peut avoir d'autre? Bah, la femme à protéger. Oui, c'est ça. Donc elles ont 2 rôles et c'est pour ça que c'est presque étonnant que Il était une fois dans l'Ouest met en scène, une femme comme actrice principale et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est considéré comme l'un des plus grands westerns parce qu'il innove par, C'est par sa ça. décision. Ah, c'est évident. On n'est pas vraiment revenu dessus, mais comment tu définis ce western spaghetti? C'est Co quoi la différence entre le Comment western? définir le western spaghetti? Bah, le western spaghetti, comme je l'ai dit, il y a une violence, il y a une sorte de violence, on retrace plus sincèrement l'histoire américaine, on essaye vraiment d'être sur ah là là, sur la solitude des personnages, sur leur vie exacte un peu, sur la recherche de l'argent. En fait, on n'est plus vraiment sur tout était beau à cette époque-là, on va montrer que c'était quand même très crade, hein. Je crois qu'il y a une citation de Sergio Leone qui dit dans le cinéma de John Ford, quand on ouvre la fenêtre, il regarde vers l'avenir, vers le progrès, tout va bien. Tandis que dans mon cinéma, quand le personnage ouvre la fenêtre, il ne peut prendre qu'une balle dans les yeux. C'est assez vrai. C'est une très belle citation, je crois, et c'est comme ça qu'il définit son cinéma. Et c'est comme ça que je le vois, le cinéma, le cinéma, ouais, le western spaghetti, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'il y a il y a un côté très encore le cynisme, hein, que je vais réutiliser, mais parce qu'il y a aussi les choix de musique, il y a une musique qui est beaucoup plus, on change la musique, c'est plus, il y a vraiment ce côté espoir dans le western américain, alors que dans le western spaghetti, c'est pas pareil. C'est pas pareil, on est moins dans la réussite du personnage ou c'est des anti-héros, en fait, c'est C'est un pas cinéma plus mature, je pense. C'est un exactement. cinéma plus mature. C'est d'ailleurs la figure de Clint Eastwood, c'est un homme solitaire. On l'appelle d'ailleurs. Bah, l'homme sans nom. Oui, donc Eastwood joue l'anti-héros. Alors, c'est un rôle qui lui collera à la peau et il essaiera de s'en débarrasser quelquefois, mais en fait, même dans ses films un peu plus récents comme Gran Torino, c'est un homme seul en fait. Dans les westerns, ce sont des hommes seuls. $1 Million Baby, il est seul Il est encore une seul en fois. fait. Et toute sa carrière, il a passé à être seul. C'est vrai. Dans Bon, Impitoyable, son western que énormément de gens apprécient, il est seul il est dans seul. son ranch et on vient le chercher pour qu'il l'aide à finaliser une vengeance. Dans mes souvenirs, c'est ça le film. Oui, Donc voilà, ça lui colle à la peau. ça lui colle à la peau, même encore aujourd'hui, hein, quand on dit film de Clint Eastwood, on s'attend à un film en fait avec un personnage seul. C'est aussi un signe de virilisme. C'est un homme viril à chaque fois. Moi, ce que j'aimerais voir aujourd'hui, en fait, ce sont des westerns avec des thématiques actuelles. Oui. Ce serait. Je sais pas comment faire, c'est vrai. Il y a des personnes Mais dans je le pense qu'il y cinéma. a un truc à faire ouais, peut-être je vois ce que tu veux dire par là, mais changer finalement. On n'est plus dans cette mentalité l'homme doit être seul, viril, badass et méchant ou sans cœur. C'est vrai qu'on pourrait rechercher quelque chose un peu plus. Ouais, un côté plus de nos jours. J'essaie d'imaginer comme toi, hein. Tu m'avais posé la question avant si je devais faire un western. Il y a des thématiques, hein. Le western, c'est un genre qui, comme on l'a dit et comme on va le répéter, met en scène des thématiques de leur époque, à chacun et on pourrait le refaire de notre époque. Après, voilà, il faut peut-être plus se pencher dessus, réfléchir, et moi, je pense que j'y crois encore un peu au retour du western. J'ai pas peu j'ai envie d'avoir cette mentalité du western américain et d'aller vers l'espoir d'un renouveau. En tout cas, réalisateurs qui nous écoutent, réalisateurs en devenir, vous savez quoi faire maintenant. C'est l'heure du jeu, c'est parti. C'est les reviews. Je te lis une des reviews que tu as faites et tu dois me dire le titre du film. On va voir si tu connais bien. Je les ai pris sur Letterboxd. On va voir si tu connais bien J'ai mon tes compte reviews. Letterboxd depuis très longtemps et enfin, ça va faire 4 ans que je suis sur Letterboxd et j'aimerais dire, que je n'assume plus toutes mes reviews et si elles sont horribles, c'est pas ma faute. Et ben, je choisis les pires.
Une belle salope. Par contre, Karim Kekou en fin d'adolescence. Alors Répète. Alors déjà, la première phrase, c'est une belle salope. Donc, par contre, Karim Lecou en fin d'adolescence, c'est très drôle. Ça Ah, va sur c'est le 10. film nul, le roman de Jim, C'est ça, exactement. qui met en scène une Et, femme et pourquoi qui... une belle salope Alors parce que vraiment la mère enfin celle qui laisse à Karim Leclou... Non, c'est Karim Leclou, il a un enfant avec une femme qui lui cache l'existence de son fils, ou qui lui ment, elle ment à son fils en disant que son père l'a abandonné, et en fait Karim Leclou, il le sait jamais, et en fait il comprend pas pourquoi son fils le déteste, et à aucun moment il remet en question la mère, et c'est ce que j'ai voulu retranscrire par les mots Par que t'as cette cités. phrase Par cette phrase. philosophique et poétique, une belle Toujours. salope, hein, on répète. Oui, bah vas-y, filme encore plus loin la prochaine fois. C'est le mec con. Alors là, c'était pour le film After Sun. Et en fait, le réalisateur, il essaie de mettre... enfin, c'est la réalisatrice, c'est une femme qui réalise, j'ai dit réalisateur, désolé. C'est une femme, effectivement. C'est une femme qui réalise et elle met en... Charlotte Wells. Voilà, et elle met en fait, ce qu'elle veut filmer, c'est les souvenirs. Et du coup, en fait, un souvenir, on sait jamais vraiment comment on s'en souvient. Enfin, il est jamais vraiment clair. Et c'est comme ça que la caméra s'éloigne. En fait, il y a plein de... En fait, vu que c'est un souvenir, elle est jamais précise dans sa manière de filmer les scènes. Et c'est ça qui est intéressant. Ok. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire en me cette- montrant Bébête qui ne comprend pas pourquoi la caméra fait n'importe quoi. C'est un running gag que tu fais souvent d'ailleurs, de faire le mec bébête dans tes reviews. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je tiens à m'excuser auprès de tous les campagnards que j'ai offensés, car vous avez raison, il faut prendre le bus. C'est Taxi Driver. Effectivement, et je l'aime Effectivement. beaucoup. C'est une très belle review. Celle-là est pas mal. J'en ai des pires, hein, si tu veux, t'inquiète pas. On avait pas dit genre 4-5, tu vois. Oh, Genre... on va faire 15, hein, t'inquiète ok, pas. Hein, on j'ai continue. vraiment... On continue. Alors, tu me plais, mais t'exagères, j'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu me plais, mais t'exagères, j'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Alors, déjà, pour ceux qui ont la rêve, vous êtes forts. Ah, c'est Taxi. C'est Taxi. C'est Taxi, bah, c'est la musique de Taxi. Ben Pour oui. ceux qui ont un peu de Ça, culture rap. c'était un peu facile. Taxi qui est un super film, je tiens à dire. Ah oui, bon, pourquoi il était condamné d'ailleurs, l'acteur principal, Samy Je ne sais plus. Il a été condamné d'ailleurs. Il a été condamné peut-être pour agression. Ah, c'est Il possible. a frappé sa femme peut-être. Ah, ouais, J'ai peur de lui donner une réputation, donc je vais rien dire, mais en tout cas, Taxi, quand il passe à la télé, je le regarde sans souci. En plus, c'est pas réalisé, mais c'est financé par Luc Besson, je crois. Ah bah, oui, c'est vrai, oui. Je sais pas qui le réalise, bah c'est pas Luc Besson. C'est pas Luc Besson qui réalise. Ah oui. Une un peu vieille review. J'imagine le même mariage J'imagine le même mariage. pour Noah. Ah c'est Pusher 2 que j'ai C'est regardé ça. hier soir. Alors, c'était bien? C'était incroyable. Ouais. C'était vraiment... La je suis en train de me trilogie. faire la trilogie, donc ce soir je regarde le 3. Et c'est très très bien. Alors je ne dirai pas le nom du réalisateur car je n'irai pas, mais c'est la personne qui a fait Drive. Oui, Et effectivement. là, ce côté gangster du Danemark, mais montré un peu comme des losers. Ah, en fait, ce qui est grave intéressant, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est dans Pusher, on retrouve exactement ce que j'ai adoré dans Uncut James, et je suis sûr que les frères Safdie se sont inspirés et ont volé allègrement. C'est qu'en fait, les deux premiers, j'ai pas vu le 3, mais vraiment, c'est des personnages où chaque scène, ils descendent. Et enfin, il y a des problèmes. C'est comme dans Uncut James. Plus l'histoire continue, plus en fait, ils se retrouvent dans la merde. Ils ont des dettes, et ça coule, et ça coule. Et en fait, je pense que les frères Safdie ont énormément volé, surtout à Pusher 1. Et peut-être à Pusher 2. Et peut-être Pusher 2, je vous le conseille, c'était vraiment trop trop bien. Là, comment il s'appelle l'acteur? C'est Matt Mikkelsen. c'est Mike Mikkelsen qui joue, je Ah, crois. bien, oui. Et bah, il joue, c'est un de ses tout premiers films. Il commençait à être une star au moment du film. Il y a des scènes le mélange dans le miroir, pour ceux qui ont vu le film. En fait, il se remet en question. On dit toujours qu'il faut regarder le miroir pour se remettre en question. Il y a quelque chose comme ça dans la narration. Et bah là, il y a des scènes où le mec il se regarde dans le miroir et en fait il réfléchit sur ce qu'il est en train de faire, sur sa vie. Et c'est puissant. Et la bande-son est incroyable. La gestion de la musique est superbe. Est-ce que tu veux finir encore sur une review ou je suis libre? 4 encore. Encore 4. Allez, ça fait Allez. plaisir. Ressemblance à Charlie Kirk sur 10. Obsession. C'était tellement de la merde, mec. Je sais pas comment t'as mis 4. J'ai mis 4 parce que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que maintenant, plus j'y repense, c'est un 3. Et Ah, non, peut-être mais 3, c'est- 3,5. Mais c'est parce que sous le coup du ciné et parce qu'il n'y avait pas encore toute la mala autour qui m'a fait descendre le film. Parce que quand je l'ai vu, c'était le jour de sa sortie. Ouais. Avec un ami qui s'appelle Jan, peut-être qu'il sera invité sur une émission. Oui, bah bien sûr. Je lui passe le coucou. Et en tout cas, le film était vraiment. J'ai bien aimé quand même. Big up, Chan. Big up. Big up Jan qui lui a mis 3,5, je crois. Je ne suis pas homophobe pour info. Alors, j'ai le film, parce que j'ai mis une très mauvaise note à ce film, Qui est pourtant très bon. de Guns Van Sant, Pas vu encore. qui s'appelle My Own Private Idaho. Merci pour l'accent, j'ai fait LLCE pour ceux qui ne le savent pas.
J'ai mis 2,5 parce que j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça lent, ennuyeux, il y avait j'ai pas du tout apprécié les personnages, River Phoenix qui était un de mes acteurs préférés dans Stand by Me, je le trouve mais insupportable. Là, il doit jouer un narcoleptique, je le trouve vraiment très moyen et Keanu Reeves est tout autant insupportable, même si c'est censé être son caractère dans le film où il j'ai pas aimé, la seule partie qui est bien, c'est quand ils sont en Italie, c'est à la fin, voilà. Peut-être on va se terminer sur une dernière. Mais qu'est-ce qu'il est con ce putain de trou du cul? C'est pas Là, je pense que je vais pas l'avoir. Après, vous m'avez fait 15 reviews de ma vie, donc c'est normal qu'à un moment je l'ai Regarde, pas. tellement j'aurais dû prendre les. Ah bon, on va faire le plus et après. C'est un film dispo sur Arte en ce moment qui s'appelle The Host de Bong Joon-ho. Que j'ai pas encore vu mais que je vais voir bientôt, bah peut-être ce soir d'ailleurs. J'ai détesté moi. Vous avez pas aimé, bon. On n'a pas aimé et en fait à cause en fait je n'aime pas les personnages débiles genre au cinéma. Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais c'est que là c'était trop pour moi. C'était vraiment c'était abusé et j'en attendais beaucoup trop en fait de The Host. J'ai été déçu. T'as pas aimé Forrest Gump? Parce qu'il est un peu débile. Ah ouais. Alors pour info, c'est chaud de dire ça info, quand même. pour info déjà c'est la VF qui le rend débile parce qu'à la base C'est Thomas, l'extrait numéro 1 du podcast. ça c'est un bonus. commence comme ça. Ça c'est un bonus. Ça commence comme ça. Non mais pour info, Tom Hanks a juste un accent d'Alabama, il essaie de faire dans le film et je sais pas pourquoi la VF s'est dit on va lui mettre un truc de je sais pas pourquoi ils ont fait ça vraiment. J'ai pris la première review que t'as faite sur Letterboxd, première la toute première, on va voir si tu t'en souviens. Franchement, tu sais à quoi t'attendre quand tu mets le film et la révélation de fin est plutôt prévisible. Bon, review honnête, hein. C'est le train moyen express, je crois que c'est ma première. C'est ça, Ouais, exactement, c'est ma le première crime de l'Orient Le crime Express. c'était, je lui ai mis combien? Tu peux me donner ma note? 3,5. 3,5. J'ai dû changer, tu peux cliquer sur le film et voir ma note réelle, je crois que je lui ai mis 2,5 maintenant. Eh ben, tout à fait 2. Et voilà, je connais mes notes. J'ai détesté, voilà, j'ai mis 3,5 Ah ouais. parce que je ne savais pas noter à l'époque. Je ne savais pas ce qu'une moyenne c'était 2,5 sur 5. Voilà, Ah oui, j'étais c'est bête. 2,5, oui, oui, J'étais bête. effectivement. Voilà, donc on va arrêter pour ce jeu. Arrêtez le carnage, mais On c'est va pour ceux arrêter. qui veulent lire mes reviews Letterboxd, je vous donne mon Letterboxd. C'est dans le lien dans la bio si vous voulez. Voilà, si Je vous mettrai voulez un tous peu les lire. Letterboxd. Si vous Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus drôles. Hein. Vraiment, Voilà. je vous les conseille, mes Mais dernières. ça, je comprends pas. En fait, faire des reviews drôles, c'est moins intéressant que faire des reviews justement très premier degré. Et... Enfin, je sais pas, après, c'est mon avis. Mais je sais que les reviews drôles, souvent ça casse. Genre, ça me fait pas énormément rire. Et genre, tu sais pas de quoi, on sait pas de quoi t'as pensé en fait du film. C'est pas faux, je vais répondre. À part si t'as vraiment une grosse vanne. C'est Ouais, si c'est une bonne vanne, je suis d'accord. c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais plus des reviews, j'ai écrit plus de reviews quasiment, là j'en écris vraiment genre une sur... Joke, peut-être, tu vois. Ouais, soit des private jokes, soit c'est des films, soit c'est vraiment, j'en écris plus beaucoup. Hein. Là j'ai dû regarder au moins 3 mois de films sans mettre une review, c'est juste là j'en ai mis quelques-unes parce que je les aimais bien. Mais bref, pourquoi je fais ça? Parce que je préfère parler de cinéma en vrai, voilà, j'aime pas écrire des longs... En fait je trouve qu'il y a moins ce côté... tu donnes moins envie. En fait, j'arrive pas à donner envie aux gens quand j'écris, quand je parle d'un film. C'est un exercice qui est dur. Voilà, c'est un exercice qui est dur et je n'y arrive pas. Voilà, il y a des aveux à faire. C'est que là, je suis très mauvais pour ça. Et du coup, quand je mets une très bonne note, j'aimerais que les gens aillent en parler en vrai et qu'on puisse avoir des grandes discussions de cinéma. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que c'est bien beau de mettre des notes sur Letterboxd, de regarder des films, mais si on n'en discute pas après, si on lit pas des trucs après, en fait ça sert à rien. Et voilà, c'est pour ça que je suis très content d'avoir été invité et d'avoir pu parler d'un de mes films préférés. Voilà. L'idée c'est aussi de vous donner envie de voir d'autres films, peut-être que vous avez pas tout seul... Là, vous avez une belle histoire du envie de voir. western et vous avez, Voilà. j'espère que vous avez envie. Puis, vous avez beaucoup de recommandations dans ce podcast. On va faire le même jeu que dans l'épisode précédent, qui est le top 500 Letterboxd. J'ai cherché des films dans le top 500 Letterboxd, Mhm. et déjà tu me dis si tu connais, et si tu l'as vu, et quelle place tu penses il a. Alors c'est parti, 1, 2, 3, Laurence d'Arabie. J'ai pas vu Laurence d'Arabie, forcément il est dans la fourchette haute, hein, il doit être dans le top 100. Je me souviens avoir utilisé le filtre sur TikTok comme tous les débiles. Il doit être, il doit avoir une très belle position de, allez, 23. Oh non, c'est beaucoup plus loin, c'est 62. Ah, 62. Ah, voilà. Ce qui est dommage parce que c'est un excellent film. On va chercher dans les tréfonds de Letterboxd, bon quand même pas, peut-être le prochain. Dead Poets Society, est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. Évidemment. J'ai vu Dead Tu as Poets aimé Society. Je l'ai. J'adore un des personnages qui j'aimerais être ce personnage. C'est le mec qui demande à une assemblée générale pour ceux qui ont vu le film. Il a un faux téléphone et il dit au directeur il faudrait qu'on ait Oui, plus de filles. J'adore ce effectivement. personnage. Il est écrit mais
à la Est-ce perfection. que c'est celui-là qui se suicide? Je sais pas si on Non, peut c'est pas le lui. dire, c'est pas C'est lui. c'est pas lui, c'est un autre. C'est celui qui ramène des meufs et tout. Vraiment, vraiment, j'adore ce perso. Je le trouve trop drôle et bien écrit dans sa personnalité, dans comment il évolue, comment il change. Bref, on s'en fout. Il est bien noté malheureusement. Enfin, il est beaucoup trop haut, je pense. Il doit être. Je pense pas qu'il est dans le top 100 quand même. Il doit être. Il doit être, je sais pas, genre 175. Il est 114e, effectivement. Ok, il est C'est quand un même- bon film, mais en fait, le vrai problème du top 500 Letterboxd, c'est qu'il y a des films qui ont rien à faire. Je sais qu'il y avait un épisode de One Piece un jour qui était dans le Bah, de toute top façon, 500, mais en fait, c'est vraiment un truc de fans. Il n'y a même pas Citizen Kane en premier, ce qui est pourtant la référence. si je dois critiquer les Letterboxd, c'est vrai qu'en fait, ils ont une ligne directrice où ils sont pas. C'est très grand public, C'est- effectivement, mais En fait, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que vu que c'est un truc que Letterboxd, c'est comme Wikipédia, c'est la communauté qui met et qui voilà, qui fait en sorte que le site ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Bah souvent les petites communautés, elles vont chercher leur truc qu'elles aiment énormément et le truc va partir avec une note de 4,4 alors que il y a que 1000 personnes qui l'ont noté, tu vois. oui. Et c'est un peu ça le problème en Je sais soi. pas si Sens Critique, c'est peut-être meilleur. J'utilise pas du tout Science Critique, donc je pourrais dire. Mais peut-être je vais m'y mettre. Et de temps en temps, voilà, en fait, il faut choisir est-ce qu'on met ou pas les séries, est-ce qu'on met ou pas les animés. À un moment, il faut trancher Letterboxd, il faudrait le faire. des catégories, parce que là, Voilà. c'est plus possible. Parce que Les franchement, épisodes de Black Mirror qui rentrent dans la fourchette haute, techniquement, ça peut être des courts-métrages, mais il faudrait un Il faut Letterboxd réguler. série, je pense. tu voilà, vois, un truc, soit tu fais ton truc spécial. série, soit t'enlèves les séries. Breaking Bad qui a noté 4,4 sur Letterboxd alors que c'est un truc de 14 minutes, enlevez-le, s'il vous plaît. Oui, vraiment. Je pense que les concerts, ça rentre dedans, parce que il y a une volonté quand même artistique dedans. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Si, moi je suis d'accord, les concerts, bah en fait, ça dépend des concerts, mais ceux qui sont bien notés, souvent il y a des vraies recherches. Je trouve qu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui. Où il y a un truc. En fait, les mecs ont réfléchi pour que ce soit un spectacle. Oui. Et que c'est pas juste un plan fixe d'un concert. Exactement. Il y a un mec derrière qui a dit je veux filmer ça, je veux faire ça comme ça, tu vois. Il y a une vraie recherche et qui, pour moi, mérite peut-être sur Letterboxd. Voilà. Donc, Mulholland Drive, Je l'ai pas vu, hein. tu l'as pas vu? Moi non plus, mais apparemment excellent. Excellent, ce qui part. Attends, je suis sûr que sur Letterboxd, il doit avoir une place étonnante, genre il doit être 83, tu vois, un truc un peu étonnant. Bah, bizarrement, il est beaucoup plus bas. Il est Et ouais. 217ème. Parce que peut-être Lynch déjà, c'est pas Les gens tout le monde comprennent qui pas. aime. Voilà. Les gens comprennent pas. Et les gens, non, c'est pas ça. Les gens n'aiment pas comprendre. Oui, c'est ça. Moi non plus. Bah, je pense que quand je le verrai, je comprendrai pas. Mais les gens n'aiment pas ne pas comprendre. Effectivement, pourtant. Et ça doit film baisser sa reconnu. note, il doit être à 4,1 du coup. Il Oui. doit être à, voilà, ça a dû le baisser. Je sais pas si tu l'as vu, mais 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Oh, il est mal noté. Il doit être. Ah non, il est dans le top 100, je suis un fou. Il est genre 80. Non, il doit être 76. Bah non, il est 248ème. Ouais. Ce qui... Alors moi je suis partisan, j'ai commencé et je me suis C'était honnêtement mauvais. fait chier. Je me Ok, suis ouais. vraiment fait chier. Je me suis arrêté quand les macaques ils tapaient sur un gros bloc noir parce que c'était une scène de 20 minutes et franchement j'en avais rien à foutre. Enfin, il faut que je le revoie maintenant mais il faut que je m'y accroche. Et effectivement, il y a des films comme ça qui sont bas alors que bon... Ouais. tu vois... Mais c'est pour ça que je suis très très nul au jeu, hein. Vous voyez mes connaisses cinéma, mais- c'est pas mon avis. En fait, je n'aime pas écouter l'avis des autres, sauf si c'est vraiment des génies du cinéma, hein. Ah bah oui. Allez, on en fait encore deux. Allez, 2. Deux. Vas-y, 2. Raging Bull de Scorsese. J'adore, putain. J'espère qu'ils vont bien noter. Mais J'ai- parle-nous j'ai- d'ailleurs. Ah bah Raging Bull, je pense que Martin Scorsese déjà c'est les réalisateurs où j'ai vu le plus de films et je les aime quasiment tous sauf Mean Street, mais m'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Pourtant, Mean Street, t'es pas mal. Ouais, mais j'ai pas accroché. En tout cas Raging Bull, l'histoire de la mota là, moi j'ai kiffé ce mec qui a une obsession pour la boxe, mais surtout pour la victoire. Je me suis, je l'ai vu il y a longtemps, faut pas que j'ai des bêtises. Il y a surtout mais- la fameuse réplique dedans. Fuck my way. C'est vrai, mais tu sais que quand je l'avais vu, je m'étais pas rendu compte que c'était la fameuse réplique, mais oui, le personnage de Joe Pesci et tout, il est formidable. Et la fin là, je me souviens d'un caméra qui sort d'un bar où il a plus de carrière, il est vieux, il est nul,
Et tout gros, avec le nez cassé. ouais, et je me souviens de cette scène, vraiment, on montre comment l'humain est, comment il est vraiment crade après tout ce qu'il a fait. Et en fait, on n'a même pas de sympathie en le regardant. Et c'est ça qui est fort. Tout le film, on a eu de la sympathie pour lui. Et à la même fin, si c'est on un perd ça. connard. Et à la Ouais. fin, on perd ça. Et je trouve ça très fort. C'est tellement bien. Et même, on va pas parler des scènes de boxe, mais elles sont. Ah bah, La gestion. La gestion ce du noir et blanc déjà crade, est là. tellement beau. Je crois que j'ai lu quelque part que c'était une petite feinte une petite technique pour éviter la censure avec le sang. Oui. Mais effectivement, ça fait un film tellement beau. Bah, il a son style. En fait, vraiment, Raging Bull, Jan, encore une fois, ce mec qui a mis 3,5, retrouvez-le et assassinez-le. Mais vraiment, On sait où il habite, on vous donne l'adresse. ce noir et blanc, un peu. Il est vraiment. Il est pas flamboyant, pas beau comme vous avez parlé de la liste de Schindler, là, qui se veut parfait, unique. Il est vraiment. Il y a le noir et blanc, il est vraiment crade comme une salle de boxe, je trouve. Et c'est ça que j'apprécie. Et on pourra dire aussi que le personnage de la Mota, quand il gagne, il a le ring très très grand. Et quand il perd, C'est tout petit. il est tout petit. Et ça, moi, je trouve que c'est une idée. Mais franchement, avoir fait ça, mais regardez tous les films de Scorsese, hein, c'est toujours à chaque fois une belle leçon de cinéma. Regardez le cinéma, tout simplement, regardez des films. Faites-vous votre propre avis. Oui. Moi, je suis partisan que vous faisiez votre propre avis. Si on vous dit que ce film est nul, regardez-le. C'est aussi simple que ça. Et Donc, regardez des films nuls, ça vous aidera toujours à vous faire un avis sur d'autres films pour comprendre à quel point vous aimez un film et vous aimez pas l'autre pour pouvoir les confronter. et on le répète, mais regarder des films c'est bien, mais en parler c'est mieux. Ouais. Donc tu penses que Raging Bull est classé combien de Ah, c'est vrai qu'il y a ce jeu de merde, j'avais oublié. Bah, il est sûrement à la plus belle position du monde, il doit être dans le top 55, il le mérite. Eh ben, il est très très bas. Non, Il est 313ème. allez mourir, vraiment. Et en fait, Tu vois, en fait, c'est vraiment quand c'est du grand public, il faut vraiment le baisser parce que forcément il y a des gens qui n'aimeront pas. Par exemple, Forrest Gump est 400ème. Je peux comprendre qu'on n'aime pas Forrest Gump, mais le mettre 400ème, c'est un peu. Citizen Kane est 385ème. Oh, quoi. C'est très bas. C'est très très bas. Mais Alors, tu peux le dire, s'il te plaît, juste, mais dis-nous un film qui est genre top 100 et qui mérite pas. bah, un film top 100 qui mérite pas, bah, il n'y en a pas qu'un. Hein. Alors attends. Ou juste un truc qui n'a rien à faire là, juste pour montrer aux gens qui écoutent. Alors, Le Seigneur des Anneaux est 80ème et je trouve que c'est beaucoup trop haut. Lequel? Genre le 3, j'imagine. Effectivement, c'est le 3. Bah, Non, 3. c'est le 1, c'est le 1. C'est le 1, ça n'a rien à faire là, voilà. C'est le premier. Il y a des films, je pense que Hot Take, Princesse Mononoke est dans le top 100, 72ème, et je pense qu'il le mérite pas. Ouais, c'est pas mon Ghibli préféré. Hein. Mon Ouais, préféré, je pense que. C'est Nausicaa et la vallée du vent. Donc. Bah, tu vois, il y a des Ghibli beaucoup mieux qui pourraient l'être. Encore plus haut, le 2, Le Seigneur des Anneaux 2, Et attends, et 45ème. Et t'as pas vu le 3? Regarde où est le 3. Et le 3, il doit être très très haut, bah, je le vois même pas. Ah, bah si, il est 11ème. Voilà, s'il vous Bah, plaît. 11ème, bah, on vire les 3 en fait. Encore une Ils font fois, rien dans ce voilà, top. le communautarisme l'emporte sur les avis. Sachant que les deux premiers films du top 500 sont des films considérés un peu comme niche parce que ce sont des films asiatiques. Donc c'est Harakiri et la condition humaine. Harakiri les deux sont de Kobayashi d'ailleurs. Le troisième c'est 12 hommes en colère et le quatrième c'est Requiem pour un massacre. Alors je sais que tu as vu Requiem pour un massacre, tu as en touché deux mots. Sincèrement, j'ai trouvé ça. Je comprends, hein, j'ai vu que c'était grandiose dans sa réalisation. Mais en fait, moi, c'est vrai que le cinéma très lent, avec la caméra qui bouge que très très peu, qui va nous montrer. Après, il y a l'horreur de la guerre qui est vraiment folle. Hein, vraiment, de toute façon, en fait, non. Ce que j'aime pas dans le film, et c'est ce que je voulais dire, c'est que vraiment la violence banalisée sur les enfants pendant le tournage, le fait d'utiliser des vrais animaux, c'est des scènes qui. Je sais pas si elles ont leur place dans le cinéma. Voilà, tuer des animaux pour faire une scène. J'ai un côté éthique que je trouve ça horrible, voilà, Oui, je le parce dis. que Et traumatisé en faisant des vrais bombardements à côté des acteurs, je tiens à le dire, c'est horrible. Le film sort en 85, effectivement, il y a eu des réalisateurs qui ont tué des animaux. Bon, je pense à John Water qui a tué une poule, parce qu'il y a une scène horrible de sexe avec une poule dans Pink Flamingo. Mais effectivement, il ne faut pas tuer les animaux, tout simplement. Voilà, la scène de la vache, pour ceux qui veulent savoir, c'était quoi la Dans scène. Requiem for Voilà, Massacre. c'est ça la scène, Voilà. et puis il y a de nombreuses balles utilisées après. Par contre, voilà, la scène vraiment que je trouvais grandiose, c'est forcément la scène du village où ils vont tuer par centaines. C'est des. Quelle nationalité? J'ai peur de dire une bêtise. C'est. Dans le film, je sais plus, ils sont de quelle. Ça doit être l'Union. C'est l'URSS, forcément. Voilà, mais je sais plus, c'est pas le.
Bon, je ne sais plus, mais c'est en tout cas, c'est en URSS et il tue par centaines un village, il le brûle. Et la logistique derrière tout ça, ça devait être quand même très très fort à faire parce que je sais que tu as vu Lawrence d'Arabie Ouais. dans le désert, mais alors dans le village, c'est tout aussi grandiose parce que il fait brûler des choses à côté. Tu as ceux qui doivent parler, ça crie partout. C'est vraiment, tu as l'impression, j'ai pas envie de dire d'y être, mais c'est une horreur à regarder tellement t'as la boule au ventre et t'as ces jeunes qui sont tués, quoi. On peut finir avec un dernier film, Memories of Murder de Bong Joon-ho. Bah, j'imagine que. Oh là là, j'ai peur de dire une bêtise, mais vu que c'est grand public, il est mal noté, genre il doit être 156. Pour te donner une idée, il est 4,4. Ah, il est beaucoup plus haut, du coup, il doit être. Quoique. Non, 112. Il est 53e. Ah, il est bien noté, voilà, je suis nul. Moi, je je suis peux nul. vous en dire 2 mots. Moi, j'ai pas aimé, en fait, Memory of Murder. J'ai trouvé ça, je sais pas comment expliquer, mais c'est, le fait de pas savoir le tueur, c'est une bonne idée, mais, le fait à chaque fois de faire des feintes et puis, à chaque fois, la branlette cinématographique, au final, en fait, c'est des beaux plans pour pas grand-chose. Je pense que le film aurait été beaucoup mieux et les gens max à mort. Les gens max énormément Bong Joon-ho. J'ai vu Parasite, à sa sortie. C'était bien. Aujourd'hui, je le revois, je me dis que bon, oui, c'est une critique, assez, commune, en fait, qu'on peut faire. Je sais pas ce que tu as pensé de Memory of Murder? J'ai pas trop aimé. Je lui ai mis une très bonne note parce t'as eu que ça? j'ai eu peur. En vrai, j'ai trouvé ça. Non, mais j'ai trouvé ça. Voilà, comme tu l'as dit, hein, il y a des plans. En fait, le mec est fort à la caméra, mais c'est vrai que tous ces trucs de feinte, là, il en fait trois dans le film. J'avais envie de mourir, Ah j'avais oui, envie parce de que crever devant ça. c'est pour te Surtout que perdre, mais bon. tout le monde connaît la fin, malheureusement. Tous ceux qui disent que c'est la plus grande fin du cinéma, moi j'ai envie, voilà, pareil, voilà, de me crever les yeux. Bravo. Bravo, un regard cam. Tout le monde l'a déjà fait. Brisez le quatrième mur, hein, Ah, c'est génial, c'est génial. Non, mais voilà, par contre, si je dois encore une fois, hein, dans des films que j'aime pas, il y a toujours des scènes que j'aime bien en parler. C'est vrai que la scène dans le tunnel où t'as le dernier suspect, ça c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Genre, si le film durait 30 minutes, j'aurais dit que c'était un 5. Mais un vrai, vrai 5, genre un truc Oui. grandiose. Sauf que le film a 1 heure avant et 20 minutes. Il fait 2 heures, je Ouais, crois. ouais. Et moi, voilà, je sais qu'il y a des gens qui adorent le personnage là, qui court sur les gens et qui sautent dessus, Oui. mais j'aime pas du tout. Et peut-être que quelqu'un veut en toucher deux mots. Non, vas-y. Bah, non, je sais tout ce que j'avais à dire. On va finir parce que il est temps. Euh, Quel est ton... On va te poser deux, trois questions. Ouais. Quel est ton premier souvenir lié au cinéma? Que ce soit en salle ou chez toi. Alors, mon premier souvenir Cinoche. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai eu une télé très jeune dans ma chambre. Je devais avoir 8 ans. Et j'avais une antenne. Et pendant la semaine, je m'amusais à allumer la télé la nuit. Et il y avait la trilogie, pas la trilogie du samedi, je raconte de la merde, mais genre, ils avaient fait une semaine cinéma sur TF1. Et je tombe sur un film qui s'appelle Les Évadés, The Shawshank Redemption. Et je tombe sur ce film et je deviens mais complètement accro. Voilà, je le regarde une fois, je pleure, je pleure, je pleure. J'adore le film, l'espoir, tout, j'ai tout adoré. Et je me souviens encore aller sur YouTube, regarder les scènes juste après avoir vu le film pour vous dire à quel point j'étais vraiment choqué de regarder un film de ce niveau-là, de ce calibre-là. Et c'est mon premier vrai coup de cœur cinéma, je pense, en grandissant. J'étais vraiment, mais je ne faisais que de parler de ce film. Et quand je l'ai revu à 14 ans, quand je l'ai revu ensuite aujourd'hui, j'ai toujours cette attache personnelle qui, ça me rappelle vraiment mon premier coup de cœur, quoi. Vraiment, c'est un souvenir que je perdrai jamais d'avoir allumé la télé un soir à 21h30 alors que mes parents voulaient que je dorme. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. Hein. Ce sont les meilleurs souvenirs. Quand ton père dort ou fait semblant de dormir et toi, tu peux rester dans le salon. Enfin, moi, je m'en souviens, c'était toujours une grande expérience. Alors, j'imagine que t'aimes beaucoup le western. T'as déjà demandé ton film préféré, mais ton film préféré de tous les temps. Ah, de tous les temps? De tous les temps. Mon film préféré de tous les temps? Ou du western, tu peux en parler si tu veux. Non, 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 je pensais que tu allais me demander. Non, non, mon film préféré de tous les temps, un film que j'ai. C'est dur, c'est une question dure. C'est d'en bah, choisir qu'un. c'est vrai qu'en choisir qu'un, c'est jamais facile. Anabi, voilà, je l'ai vu avec Nelson il y a une semaine et enfin, je suis devenu grand, grand fan. Kitano, je l'avais vu dans Battle Royale. Pour ceux qui connaissent, il a un rôle qui n'est pas il est pas le perso principal. Il est quasiment perso principal du film et déjà là, il est Il joue quoi, le professeur? exactement, il joue le Ouais, je vois professeur. très bien. Et il a toute une philosophie derrière son personnage. Et en fait, cette philosophie, tu le retrouves dans Anabi. Ce personnage qui n'a plus rien à perdre, qui change de personnalité. Comment il fait. Je sais pas si tu l'as vu en fait. Tu l'as pas vu? J'ai pas vu Battle Royale, mais. Non, Anabi. Là, Anabi, je parle j'ai pas d'Anabi. vu non plus en fait. Ok. Mais, Mais Anabi, vraiment, je pense,
si je dois regarder un film, en fait, le problème, c'est qu'il est vraiment pas facile d'accès, je pense, pour les gens qui n'aiment pas le qui cinéma doit contemplatif qui est très ouais, lent. en fait, parce qu'il y a ces trucs de peinture, parce qu'à un moment, Kitano était blessé, du coup, il s'est mis à peindre, il l'a remis dans un film. Bravo, mec, tu t'es trop fort en fait. Le gars, il était forcé à pas pouvoir filmer et faire du cinéma, et du coup, il a peint, et en fait, il l'a utilisé pour son film, et c'est magnifique. Un jour, je ferai un épisode spécial peinture dans le cinéma, Bah, avec genre Hit ouais. ou le cri de Munch, bref. En tout cas, il y a Ça sera il y a bientôt, plein ça de sera trucs à bientôt. faire sur la peinture et le cinéma, mais en tout cas, voilà, Anabi, j'ai adoré, j'ai adoré. Pour ma part, j'ai vu que un seul film de Takeshi Kitano, j'ai vu Senatsi, qui raconte l'histoire en fait d'un couple de muets et sourds. Et c'est donc l'homme qui trouve une planche de surf et qui veut se mettre à faire du surf. Et c'est tellement poétique, c'est tellement bien que bah, j'ai adoré en fait, c'est tout simplement génial. La traditionnelle question, quelle est ta reco d'un film que tu as vu, ou un film que tu veux conseiller, et ce que tu as lu, écouté, ce que tu veux. D'abord, on fait film. D'abord, on le film, fait si tu veux. d'abord une reco cinéma. Une reco cinéma que je peux vous conseiller, quelque chose à voir que j'ai vu récemment, ça serait. Je pense que, étonnamment, ce serait Carlitos Way. L'impasse en français, je L'impasse en crois. Oui. français, qui est déjà pour tous mes fans de jeux vidéo, qui est vraiment GTA Vice City, pour tous ceux qui ont grandi avec GTA comme moi. Voilà, c'est le film qui a inspiré GTA Vice City. Il y a tous les personnages ressemblent. Et je trouve que De Palma nous donne une. En fait, le début du film, c'est la fin du film. Et ce qui est tellement fort, c'est que le gars, il arrive à me faire une scène de 40 minutes de tension alors que je connais la fin. Ah, Et ça, ça, c'est très fort. j'étais contre mon canapé et j'étais en train de me dire, mais en fait, ça va pas se faire. En fait, tout va aller bien. Et bon, je spoil le film, mais on arrive à la scène de fin, qui est la scène du début. Et c'était tellement fort. Et puis même, les personnages sont attachants. C'est ton passé revient toujours. Le mal, la haine attire que la haine, ou le mal ressort toujours finalement. Et c'est ça que Carlitos Way nous montre, et j'ai adoré, voilà. Et tous ceux qui disent que les films où la fin c'est le début, qu'ils aillent mourir, voilà, parce que franchement on peut toujours faire des grands films même si on montre sa fin. Voilà, très bien. Pour ma part, je vais conseiller La Traque de Serge Leroy, qui est un film français qui est très bien. Très méconnu aussi, Serge Leroy et son cinéma. C'est l'histoire d'une femme qui s'est faite violer par un groupe de chasseurs. Et c'est une traque, en fait, la traque de la femme pendant tout le film, en tension. Les... Ça se passe en Normandie, c'est en octobre. C'est une reco peut-être livre. Ah la reco livre. Bah, je lis pas beaucoup, voilà, c'est un peu le truc culturel qui me manque le plus, mais ce que j'ai lu dernièrement, c'est une biographie, enfin une autobiographie, c'est du joueur de tennis André Agassi, voilà, c'est ce que j'ai lu, parce que je suis passionné de sport énormément, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, qui me connaissent pas, je le dis, je suis énormément passionné de sport, j'aimerais en faire mon métier. Et c'est pour ça que je me documente énormément, voilà, sur tous les sports, allant du tennis, au basket, à la Formule 1, et je lisais cette autobiographie qui est considérée comme magnifique, parce que André Agassi, qui est un joueur de tennis, en fait, se révèle et vraiment se montre à nu devant tout le monde, alors que très souvent dans des autobiographies, on va arranger la vérité, alors que là, il n'en cache rien du tout. Ses dépressions, son utilisation de la drogue, ses déboires, ce qu'il a fait sur sa première femme, tout, il raconte tout à cœur ouvert. C'est les abus de son père, c'est vraiment grandiose à lire. Pour ma part, je conseille Taxita de Martí, qui est une BD. C'est un auteur espagnol et c'est l'histoire d'un homme hyper fort. C'est un peu des sketchbooks, c'est un espèce de comics. Le dernier film que vous avez vu au cinéma, Bah, je vais dire mon film préféré all time. C'est pas le plus grand film, mais étant Ascension of the Spotless Mind, c'est bah, j'ai surtout eu une relation émotionnelle avec ce film parce que bah, je me reconnais beaucoup bah, dans les deux personnages et puis même les musiques, vraiment, bande son incroyable. J'écoute régulièrement les musiques du film et bah, Jim Carrey, il est excellent dans le film, vraiment, ça change bah, des films qu'il faisait à cette époque-là parce qu'il était beaucoup dans l'humour. il est tombé dans la dépression d'ailleurs juste avant Ouais, le c'est film, ça. Ouais, le suicide de son ex-copine. c'est ça, ouais. Même la colorimétrie, j'ai adoré. Et vraiment, je m'en lasserai jamais de ce film. Je pourrais le regarder toutes les semaines, je pense. Et voilà. Cocorico, c'est français.
C'est réalisé par Gondry, Michel Gondry, grand réalisateur qui a aussi réalisé un clip des Daft Punk qui est super. Et voilà, donc jetez-y un œil. Et toi, Timéo? Bah, ce sera pas le dernier film que j'ai vu, mais voilà, j'ai commencé la filmographie de Monsieur Herzog. Ah, très bon ça. Et j'ai commencé par Aguirre et la fureur de Dieu, ou la colère de La Dieu. colère de Dieu. La colère de Dieu, merci. Et que dire de. En fait, bah, Herzog, je sais qu'il a fait énormément de documentaires, et bah là, en fait, j'ai l'impression de regarder un documentaire, mais en l'an 1400, après la découverte. Là, en fait, c'est fou parce que t'as On n'avait cette pas scène besoin sur de le. résumer en fait. Oui, est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler de ce personnage? Oui, encore une fois, hein, on retourne sur Kinski, qui était dans quelques dollars de plus, mais là, il joue ce mec qui est obsédé, fou, il est obsédé Il est par fou. avoir le pouvoir de sa personne, de son entité. Il en oublie tout ce qu'il y a autour. Et puis la scène dans le Machu Picchu, là, où il a la caméra à l'épaule, enfin, il est bloqué contre le. Je comprends même pas comment il a pu faire cette scène où, dans la montagne d'en face, tu vois la cavalerie Oui, espagnole. Voilà, j'avais l'impression de regarder un documentaire c'était fou. C'était fou. c'est complètement fou parce que c'est réalisé avec un très petit budget, c'est un film allemand du coup, de la nouvelle vague allemande, on peut appeler ça avec Fassbinder, Herzog. Et ouais, Herzog est complètement fou parce qu'il a réitéré avec Frida Kahlo. Frida Kahlo, je crois que je prononce bien. C'est à Kinski aussi, et c'est un film en fait, c'est un homme fou qui veut construire un opéra en haut de l'Amazonie. Et il fait monter son bateau en fait sur un flanc de montagne. Et ça a été réussi dans la vraie vie, ce qui est déjà incroyable. Le film est incroyable, on vous le conseille évidemment. Je pense qu'un jour on fera un épisode sur le sport et le cinéma, hein. Ouais, bah, pour ceux qui veulent déjà avoir un avant-goût, j'ai une liste films de sport à retrouver sur mon Letterboxd où je classe tous les films de sport que j'ai vus. J'ai atteint la barre des 50 et j'en ai plus de. Je crois que j'avais calculé, j'en ai quasiment 40 ou 50 dans ma watchlist qui sont déjà connus et qui sont des portes d'entrée. Voilà, et je mélange documentaire et films de sport parce que j'ai envie. Voilà. Comme ça, instinctivement, ton film préféré de sport? Mon film préféré de sport, c'est The Iron Claw, que j'avais adoré, qui était Ah, film avec récent. film récent de A24, avec comment il s'appelle le mec de High Sur le School catch, Musical là. Ouais, c'est sur Ah, le oui. catch. C'est avec comment il s'appelle l'acteur là, il s'est dopé à la mort pour ce rôle. Je sais plus, mais effectivement, c'est un truc de Disney Channel. Ouais, un mec de Disney Channel qui nous fait une perf Ouais. là sur la fraternité, sur la vie de famille. En fait, c'est adapté d'une histoire vraie. Et bon, je la connaissais déjà avant de voir le film. Et j'ai été complètement chamboulé. Voilà, je crois que c'est la dernière fois que j'ai pleuré au cinéma. Et c'était très dur de regarder le film, surtout quand on savait ce qui allait se passer. Et c'est une lettre d'amour pour le catch aussi des années 70 qui était complètement indépendant. Et il y avait encore un peu cette aura où les gens pensaient que c'était vrai. Et j'aime bien retrouver ça dans le film. On a l'impression que la personne qui réalise comprend ce que c'était le catch avant que ça devienne business et que ça soit repris par la famille McMahon et par la WWE, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime énormément. Il y a vraiment ce truc de chaque État possède son truc de catch et c'est ça que j'aime beaucoup. On a parlé de films, on a parlé de livres, on a parlé de tout sauf de la musique. Alors, une reco musique, à part Ennio Morricone évidemment. Moi, ma reco musique plutôt, c'est un album que j'ai écouté dernièrement qui vient de Strasbourg. C'est les New African Poets avec le rappeur Abdel Almaïk, pour ceux qui connaissent un peu les passionnés de rap ou de slam, qui était un groupe du Neuf dans les années 90 qui avait sorti un album qui s'appelle. Il est très dur à trouver, mais il s'appelle La fin du monde. Il n'est pas trouvable sur les plateformes. Il est trouvable que sur YouTube ou en téléchargement. Mais allez écouter, c'est formidable dans les thèmes abordés. On est vraiment sur le rap conscient, sur la précarité dans les zones HLM, surtout du coup au Neuf. Et il y a des très très grands feats. Parce que voilà, NAP, on s'en rend pas compte aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, mais c'était vraiment un grand groupe de rap. Et il y a eu Shuriken, donc il y a eu IAM qui est en feat, il y a eu Wallen qui ensuite s'est marié avec Abdel Almaïk, il y a eu comment elle s'appelle, une rappeuse qui s'appelle Dia Streds, je crois. Diams, je crois. Non, pas Diams, je crois que c'est Dia Streds, ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est magnifique et c'est à écouter. Les prods, il y avait vraiment, je trouve, un souci de la recherche de prod mélangé au flow de chaque rappeur. Et ça, c'est un truc que je trouve qu'on perd un peu dans le rap de nos jours. Et on est à la bonne vieille époque où le refrain n'est fait que par des filles.
Donc c'est des belles voix à écouter aussi. Et toi, Et Nelson? ça rappe aussi, les filles rappent énormément, hein, elles sont très très fortes, hein. Genre je pense à un son, La fin du monde je crois, vraiment allez l'écouter. Il y a un couplet de 2 minutes d'une rappeuse qui n'a jamais rien fait après, mais elle est trop trop forte. Et moi, je recommande un album de Antonio Carlos Jobim, je crois que je prononce bien. C'est de la bossa nova brésilienne parce que j'ai vu They Shoot the Piano Player qui était sur Arte. Et c'est donc de la bossa nova, c'est hyper bien. Vous pouvez écouter l'album Inedito, enfin, écouter globalement tout ce qu'il a fait, Waves et d'autres. Et voilà, c'est très bien. Voilà, c'est la fin du podcast de Cinémax de Clémax. J'ai enfin trouvé un nom. Et donc on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas encore le film, je sais pas encore avec qui, mais on se retrouve très bientôt. Des bisous et puis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao. Quand la musique s'arrêtera, tu tireras. Quand l'échéance est venue, je me fais payer quoi qu'il arrive. Vos têtes sont mises à prix, ça signifie de l'argent. Et j'ai jamais craché sur l'argent et je suis pas pressé.